Bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum 2010. Nous allons démarrer notre prochain débat avec deux invités prestigieux, bien entendu. Franz Meyer, vice-président Europe du Sud chez Red Hat. Bonjour. Bonjour. Et Boris Hochet, qui travaille chez Bull Conseil et Solutions. Bonjour Boris. Bonjour. Alors on a défini le thème de notre débat, open source, commodité ou moteur d'innovation. Alors commodité, d'ailleurs, pour moi, je l'entends au sens un peu anglo-saxon du terme, matière première qui permet de faire autre chose. C'est pas simplement le côté produit facile à utiliser, très grand public, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'open source n'est pas essentiellement utilisé comme une matière première pour fabriquer autre chose qui lui-même n'est peut-être plus open source, hein? Alors, je vais commencer effectivement, parce que Red Hat est un des contributeurs importants d'un certain nombre de projets open source, dont le système Linux, JBoss, etc. Et effectivement, si on regarde ce que fait aujourd'hui la communauté et l'open source, puisque c'est un modèle de développement, c'est de développer des briques et des composants technologiques qui permettent, en fait, après de faire un produit fini et que éventuellement les entreprises vont utiliser. Donc, je dirais que les projets open source et le modèle open source, en fait, est une communauté au sens positif du terme. C'est-à-dire, on crée des composants vraiment de base avec tout ce que ça entraîne. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est créer de la valeur sur ce composant. C'est-à-dire que je fais souvent l'analogie avec le monde automobile, mais si on avait les pièces détachées d'une voiture, c'est pas pour ça qu'on aurait possibilité de rouler avec dans la rue. Il faut la passer aux mines, qu'elle fasse les crash tests, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est de voir des composants qui sont des commodités finalement, mais d'en faire quelque chose à forte valeur ajoutée derrière pour les entreprises ou les utilisateurs. Est-ce que ça veut dire que finalement, la valeur ajoutée, elle n'est plus dans le composant, mais dans ce que quelqu'un comme Bull va faire autour de ce composant? Oui, c'est ce que j'allais dire. Nous, de notre côté, donc la partie, notre analyse, ou plutôt notre perception sur le sujet, c'est que si on pense que commodité, par exemple, ça induit de la banalisation, l'emploi de masse, et qui derrière doit être industrialisé à l'intérieur d'un projet, à ce moment-là, oui, dans certains cas, l'open source est une commodité. À savoir que chez nous, c'est utilisé de manière régulière, quotidienne, par des milliers de gens, pour bâtir des applications qui, elles, deviendront critiques. Et c'est utilisé de manière banale ou de manière ordinaire, naturelle. Donc en ça, l'open source, dans certains cas, est une commodité. Et c'est pour ça que moi, si je devais donner une segmentation, vous allez avoir des couches sur lesquelles ça va être une vraie commodité. Donc les couches système, par exemple, typiquement avec Red Hat. Et vous allez avoir des couches où ça devient une commodité, mais dans une certaine mesure. Par exemple, les couches de type CMS, donc gestion de contenu, où là, l'utilisation n'est pas naturelle, même si elle devient de plus en plus, mais elle n'est toujours pas naturelle. Et vous avez entre les deux les couches portail, par exemple, qui sont toujours à savoir est-ce que c'est devenu commodité ou est-ce que ça ne l'est pas. Donc ça, c'est plus de perception. Est-ce que le fait que si on parle d'abord des couches système, est-ce que le fait que ces couches système, en effet, ce soient devenues des commodités, est-ce que c'est bon ou pas bon pour ceux qui en font leur business, hein? Alors, justement, je dis toujours, les couches système, là on est dans l'infrastructure technique, c'est vrai que c'est le cœur de métier dans lequel on est. Et moi, finalement, ça me va bien. C'est-à-dire que je suis aussi un utilisateur au quotidien, dans mon travail ou à la maison. Et en fait, quand je regarde bien, qui se soucie d'avoir un operating system? Pas grand monde. Qui se soucie d'avoir de la virtualisation? Pas grand monde. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une application qui tourne, et si on pouvait s'en affranchir, ça irait. C'est pour ça que tout le monde prend Windows, puisqu'il est livré en standard. Alors, c'est surtout parce qu'il était livré en standard, effectivement, et que il est difficile pour d'autres acteurs du marché aujourd'hui, puisque le système n'est pas ouvert, éventuellement d'offrir d'autres Windows, mais qui ne soient pas de Microsoft. Mais si éventuellement le code de Windows était ouvert, il y a peut-être d'autres acteurs qui proposaient du Windows avec plus de valeur ajoutée et plus d'intérêt. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ces composants technologiques dont tout le monde se fiche, entre guillemets, à part les informaticiens qui doivent trouver ça, existent, et surtout ils sont très critiques, parce que si jamais ils ne fonctionnent pas, ce que vous voulez faire et délivrer au quotidien va pas fonctionner. Donc on sait très bien, on est tous pareils, hein, c'est que quand notre mail ou notre téléphone, finalement, qui est un operating system aussi, ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème dans l'infrastructure technique, dans l'operating system, on est extrêmement excédé là-dessus, et disons pourquoi ça marche pas. Donc c'est bien que ça soit finalement banalisé, on parle de commoditisation en anglais, mais on sait aussi que c'est très important que ce soit très fiable, très innovant et très performant. Mais justement, puisque c'est un débat contradictoire, moi je pense que se poser la question de savoir qui s'en soucie, c'est bien, parce que quand même les gens s'en soucient. Si on reprend donc l'analogie de la voiture, personne ne se soucie du moteur. Seulement quand on y met nos enfants,
À ce moment-là, on se met à s'en soucier. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, même si les couches système, c'est vrai qu'a priori, on ne s'en soucie pas, au niveau d'une direction générale, en termes de gouvernance, on va se soucier du type de composants qui sont utilisés. Et là, à un moment donné, on va être amené à se poser la question des couches système comme des autres couches. Et donc, en ça, c'est pour ça que je ne pense pas que ça soit est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais que ça soit commodité. Moi, je pense que l'intérêt, à un moment donné, d'une commodité, c'est que, a priori, c'est devenu robuste. A priori, ça coûte un peu moins cher que quand c'est vraiment spécifique. A priori, on va le retrouver chez les voisins. Et a priori, on trouvera toujours un intégrateur pour le mettre en œuvre. Donc ça, en ça, c'est plutôt positif. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, les gens s'en soucient. Mais si on reprend cette analogie avec la voiture, finalement, chez Bull, les solutions que vous construisez pour les entreprises qui sont vos clients, c'est un peu l'équivalent du fabricant de la voiture. Je ne sais pas quel système d'exploitation j'ai dans ma voiture et je m'en préoccupe pas. J'ai un seul interlocuteur qui est mon fournisseur. Nous, on avait lancé une offre qu'on appelait donc, au sein de Libre Énergie, Libre-Échange. Et l'idée était vraiment de dire, quand vous achetez une automobile, vous pouvez être monté en Continental, vous pouvez être monté en Michelin, vous pouvez être monté en Goodyear. Et à un moment donné, ce que vous demandez, c'est que le service soit fait, donc que les applications tournent. Après, donc, vous allez avoir des coûts de maintenance qui vont être un peu plus élevés. Et nous, en termes d'intégrateurs, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre des briques, mais on a besoin que ces briques soient certifiées, on a besoin qu'elles soient robustes, et donc on a besoin à un moment donné qu'elles aient été, qu'elles soient supportées par une communauté ou supportées donc par un industriel, comme Red Hat. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, on dit libre-échange, on donne le choix sur finalement le pneu, et on a donné le choix finalement par 3 constructeurs ou fabricants de pneus qui sont connus, renommés et qui effectivement assurent que les pneus vont être bons. Et on n'a pas pris le pneu qui est fabriqué dans un garage par un indépendant et qui fait ça tout seul. Et je pense que c'est là aussi ce qui est important, c'est la valeur ajoutée qu'est capable d'apporter ceux qui vont construire ces composants, les garantir. Donc c'est là où effectivement l'utilisateur va se soucier que le composant, non seulement, technologiquement il est bien, mais surtout il lui garantit un certain confort. On a quand même bien évolué depuis le système Linux des débuts. Aujourd'hui, quand on voit Red Hat, je crois, on en parlait tout à l'heure, vous allez approcher le milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas en vendant des cravates et des chapeaux quand même. Hein. Non, alors on en vend oui, des t-shirts. Des t-shirts de Mozilla. Pour l'anecdote, je suis rentré chez Red Hat il y a une dizaine d'années, donc à l'époque, le business model, c'était de vendre des boîtes à la Fnac et chez Surcouf. Voilà. Et on faisait un business non négligeable, effectivement, à vendre des chapeaux. Alors, il n'y avait pas les cravates à l'époque, on n'était pas aussi civilisés que ça. Et puis, on a décliné ce modèle d'entreprise parce que, effectivement, on a vite compris quelque chose, c'est que il faut apporter de la valeur. Donc, quel que soit le composant technologique et la technologie qui est dessus, il faut apporter de la valeur à l'utilisateur. Et suivant l'utilisateur, la valeur n'est pas la même, mais il faut la vendre. Donc, effectivement, c'est ce que disait Boris, toujours sur la voiture. Hein, il y a celui qui veut être cheveux au vent avec un moteur qui vrombit et 2 places seulement pour être très séduisant. Et puis, il y a celui qui a besoin de 7 places, résistant au crash test, etc. Et pourtant, c'est la même technologie et ça va être pas loin d'être les mêmes pneus derrière. Donc, voilà, c'est ce qui fait le succès de Red Hat. C'est ce moi, qui je fait qu'on trouve va que quand même l'analogie de la cravate, elle est impressionnante parce que s'il y a bien un métier où on ne portait pas de cravate, c'est bien le monde de l'open source. Et là, aujourd'hui, on a un vice-président qui est plus proche d'un costume IBM des années 80 que de l'open source. C'est une cravate Red Hat. Oui, c'est une cravate Red Hat. Il faudrait effectivement, André, je sais pas si on le verra à la caméra. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression que le monde de l'open source, il se professionnalise d'une part, et d'autre part, il adopte un certain nombre de codes qui sont les codes du business. Hein. Et est-ce que c'est ça qui vous permet de faire $1 milliard de chiffre d'affaires hein? Alors oui, parce que apporter de la valeur, c'est de la valeur à ceux qui sont prêts à payer pour cette valeur. Et aujourd'hui, qui c'est ça? C'est les consommateurs éventuellement. Bon, Red Hat est moins dans le marché du consumer, mais c'est les entreprises et ils veulent la valeur qu'ils trouvent et qu'ils trouvaient aussi dans le monde des logiciels propriétaires. Donc ça veut dire que le logiciel open source, il a beau être open source, il faut quand même délivrer cette valeur et plus. Donc notre quotidien, c'est de dire d'abord, quelle valeur délivre l'écosystème, hein, les autres acteurs du marché qui ne sont pas forcément open source, et comment je délivre aussi plus de valeur que ces gens-là pour être plus compétitif. Donc, si je délivre cette valeur, effectivement, je vais me faire payer pour ça. Mais avec cet argent, et c'est ça qui est intéressant, je vais pouvoir payer des gens, payer des organisations pour contribuer au modèle open source. Et là, grâce à ça, je vais travailler avec d'autres, je vais travailler avec Bull, je vais travailler avec d'autres contributeurs, qui va faire améliorer et innover l'ensemble du système. Vous payez Bull pour qu'il améliore le produit? Non. Je vais payer des gens chez moi
qui vont développer dans la communauté, et Bull va faire la même chose pour payer des gens dans la communauté, vont travailler ensemble, et Bull fait des supercalculateurs numéro 1 européens. Juste une chose. Ouais. Moi, je pense pas que justement le débat, ça soit est-ce que le fait que l'open source se déploie de plus en plus, l'open source adopte les codes du business. L'open source, c'est un mode de développement. C'est du développement communautaire et c'est un certain type de licence. Et je vois pas en quoi le fait qu'un logiciel soit développé de manière communautaire, on puisse pas en faire du business. Aujourd'hui, donc bon, il y a Red Hat, mais il y en a d'autres. Tout à l'heure, l'April nous disait aussi que c'était une philosophie. C'était pas que un mode de développement, l'open source. À l'origine, enfin, on peut regarder l'aspect sociétal de la tendance. Ça, enfin, pour une entreprise qui l'utilise, bon, même si ça peut être intéressant, c'est pas forcément important. À l'origine, c'est bien du développement communautaire, un type de licence qui permet de l'utiliser, de le modifier, de le distribuer comme on veut. Bon, ça reste ça. Et ça n'empêche pas de faire du business. Dans les keynotes de ce matin, on a vu, il y avait effectivement Nathalie Kouskomorizek qui disait effectivement il y a un modèle sociétal qui est intéressant parce que ça challenge les modèles traditionnels et je pense que c'est important de se remettre en cause et de remettre les modèles en cause. Puis de l'autre côté, vous avez Monsieur Ménard qui est le président du CIGREF et donc des plus grands patrons informatiques français qui dit nous c'est bien, ça nous intéresse les concepts, mais en gros au quotidien ce qu'on veut c'est de délivrer la valeur et on veut en tirer un bénéfice. Donc les deux sont pas incompatibles. Effectivement, on développe sous un certain modèle qui challenge, qui permet d'avoir plus d'innovation, qui permet de collaborer ensemble, etc. Par contre, derrière, ça n'empêche pas de faire du business en disant on délivre de la valeur et on va se faire payer cette valeur. Quand Bull développe des calculateurs incroyables comme celui du commissariat à l'énergie atomique, il y a de l'open source à l'intérieur. Oui, 85% du code. Et c'est sans doute le plus gros centre de données, centre informatique en France. Ça montre comment, à un moment donné, on peut l'utiliser pour créer de la valeur. Et en l'occurrence, puisque c'est aussi quand même un des termes de notre entretien, créer de l'innovation ou être un booster d'innovation. Ouais. Tout à fait. Ça, alors comment on fait la différence d'ailleurs entre valeur, qui est peut-être un terme plus court-termiste, et innovation, qui serait plus de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur les systèmes de demain grâce à l'open source. En quoi on travaille mieux sur les systèmes de demain avec l'open source plutôt qu'avec des solutions propriétaires? Déjà, il y a deux choses. Donc, la valeur, et nous, on a cet après-midi un workshop sur la valeur, la notion de valeur dans l'open source. Est-ce que c'est une valeur marchande? Est-ce que c'est une valeur d'usage? Comment est-ce qu'on traduit cette notion de valeur sur un produit finalement? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour répondre à votre question, aujourd'hui, ça nous permet, en quoi est-ce que ça nous permet donc de motiver l'innovation? C'est le fait de pouvoir avoir accès à un code pour pouvoir l'instancier, le redévelopper, le réutiliser en fonction d'une cible, d'une idée, d'un concept qu'on aura eu, de choses qu'il faut qu'on fasse, en étant libre de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contraintes donc d'éditeur ou de constructeur ou de licence. On peut développer comme on veut. Et ça nous permet c'est finalement dire on n'est plus tous dans le standard en utilisant quelque chose qui est le même que son voisin, mais c'est d'être capable d'adapter et d'aller chercher le petit différentiel qui va faire cette innovation. Ça veut dire qu'on va pouvoir donc traduire l'innovation non seulement en termes d'usage, à savoir on peut avoir SAP par exemple et avoir avec l'usage de l'outil de l'innovation, mais on peut même donc avoir de l'innovation même dans l'outil lui-même. C'est-à-dire qui vous permettra ensuite de la déployer dans de l'usage. Mais déjà, au niveau de l'outil, vous pouvez faire preuve d'innovation. Et quand on fait $1 milliard, est-ce qu'on n'est pas maintenant conduit par des règles d'analystes financiers beaucoup plus que par l'innovation? Non, au contraire, ce qui nous amène justement à faire $1 milliard ou à aller vers le $1 milliard, c'est parce que justement on fait de l'innovation qui crée la valeur qui nous permet de faire ce $1 milliard. Donc c'est ça qui est important. Ce qu'il faut bien comprendre, première chose, le logiciel propriétaire crée de l'innovation aussi. Ils ont des capitaux, ils font des bénéfices, ils investissent pour faire de l'innovation. Simplement, c'est qu'intrinsèquement par le modèle open source, je vais prendre un exemple tout bête. Les éditeurs de logiciels propriétaires développent aussi des correctifs pour les failles de sécurité, pour rendre le logiciel plus sécurisé. Dans l'open source, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le code du logiciel qui est ouvert à tous les yeux de tout le monde. Donc il y a plus d'yeux aujourd'hui dans la communauté open source qui regardent le logiciel d'une manière bienveillante pour éventuellement trouver les problèmes et corriger ces problèmes de sécurité, alors que sur un logiciel propriétaire, vous avez que les yeux de ceux qui ont accès et les quelques personnes qui ont accès à ce code pour le corriger. Et vous avez plus d'yeux malveillants pour essayer de le hacker. Donc vous avez intrinsèquement par le modèle quelque chose qui favorise l'innovation en phase, on va dire, de réparation ou même en phase d'innovation sur des nouvelles fonctionnalités, et ça accélère le mouvement. Il suffit de regarder ce qui s'est passé aujourd'hui sur les logiciels comme Linux, JBoss et Apache, etc. Ça a accéléré de manière beaucoup plus rapidement que ça a pu le faire sur le logiciel propriétaire dans 20 ans. Boris, c'est pas tout à fait d'accord.
La question, pour moi, la question se pose de savoir est-ce que dans une organisation aujourd'hui comme Red Hat, on a toujours la liberté de créer? Est-ce qu'on a toujours cette, est-ce que c'est aussi vibrionnant que ça peut être? Et je pense que ça, en termes d'innovation, ça va peut-être être la vraie déjà, question. ils sont obligés de mettre des cravates. Alors, Peut-être pas tous, mais moi, je suis pas tellement du côté de l'innovation technologique. Moi, je suis du côté du développement commercial. Et on a dit que c'est pas. Et ça, c'est un point. On fait le bridge, on fait le pont entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a le développement économique et plus on gagne d'argent, plus on va investir dans l'open source. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et puis, effectivement, aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on a dépensé plus de 140 millions de dollars en recherche et développement pour l'innovation, qui sont développés pour payer des gens, d'accord, qui travaillent que dans la communauté. Et les gens chez nous qui travaillent dans la communauté, c'est de faire uniquement ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, évidemment, on leur remonte l'information de ce que nos clients aimeraient. Et on leur descend l'information, et puis s'ils veulent bien, ils le font. Donc, les gens de la R&D, c'est-à-dire les gens qui contribuent dans les projets, font ce que la communauté a décidé de faire. Après, effectivement, il y a la partie d'engineering et de marketing qui va packager suivant des besoins clients, et puis le marketer, le vendre en fonction des besoins clients. Ça vous fait sourire un peu quand même, hein. non, c'est pas que ça me fait sourire, c'est que en termes donc de besoins clients, c'est sûr que donc je peux comprendre qu'il y a des besoins qui descendent. Nous, ce qu'on constate, c'est que le potentiel d'innovation qui est aujourd'hui qui est porté donc par l'open source, elle est dans l'usage ou dans l'utilisation donc de composants qui peuvent être choisis au hasard ou par à un moment donné à un développeur pour répondre à un besoin de manière immédiate ou à terme venant donc de ses maîtrises d'ouvrage par exemple ou venant de services marketing, de services utilisateurs. Et donc en ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de besoins qui descendent. En fait, il y a des besoins qui s'expriment et des solutions qui remontent, quel que soit le type de solution. Donc c'est en ça que je souriais. Je souriais donc nous on voit remonter des solutions quand lui voit descendre des besoins. Donc je me dis bon, à un moment donné, ça se rejoint. Peut-être. Ce sera la conclusion finalement. Voilà, vous vous rejoignez et c'est le principal. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débat passionnant sur le thème de l'open source, commodité ou moteur d'innovation. Nous recevions juste à mes côtés Franz Peyer, vice-président Europe du Sud de Red Hat, et Boris Hocher, Bulle Conseil et Solutions. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur un nouveau plateau télé de l'Open World Forum.